Tout commence par une pomme d'or, un fruit unique jeté au beau milieu d'un festin de mariage. Dieux et déesses étaient réunis sur le mont Pélion pour célébrer l'union du héros mortel Pélée et de la nymphe marine Thétis. L'air résonnait de rires et de musique et le vin coulait à flots. Mais tous n'étaient pas invités à cette fête. Eris, déesse de la discorde, était restée à l'écart, et elle vint se venger. Sa vengeance ne fut pas bruyante. Elle ne s'abattit pas comme la foudre ni ne fit trembler la terre. Elle fut silencieuse, rusée et d'une simplicité éclatante. Dans la salle du banquet, au pied même des trois plus grandes déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, elle jeta cette pomme d'or pur. Gravée sur sa surface lisse, une phrase, un mot, une sentence. L'inscription disait « À la plus belle ». L'étincelle qui alluma un brasier consumant une ère. Trois déesses se livrèrent à un conflit que Zeus lui-même ne put résoudre. Elles se tournèrent alors vers un mortel, un jeune berger sur les pentes du mont Ida. Il s'appelait Paris et était le fils caché du roi troyen Priam. Chaque déesse lui offrit un présent. Héra lui offrit le pouvoir sur toute l'Asie. Athéna lui offrit la gloire militaire et la sagesse. Aphrodite, déesse de l'amour, lui promit la plus belle mortelle. Paris fit son choix. Il offrit la pomme à Aphrodite, et la plus belle des mortelles était Hélène, épouse du roi spartiate Ménélas. L'enlèvement d'Hélène par Paris devint le prétexte d'un siège de 10 ans, de la mort de héros et de la chute d'une grande cité. Ainsi va le mythe, une histoire qui, depuis 3000 ans, se transmet autour des feux de joie, se grave dans le marbre et s'écrit sur parchemin. Et si ce n'était qu'un conte de fées? Et si, derrière les figures des dieux et des héros, derrière la pomme d'or et le cheval de Troie, se cachait quelque chose de plus profond, quelque chose de réel. Un grain de vérité historique enrobé au fil des siècles par l'écorce d'une fiction poétique. Voilà notre point de discorde, la question qui divise encore historiens, archéologues et rêveurs. La guerre de Troie a-t-elle réellement eu lieu? La cité de Troie, grande et imprenable, a-t-elle vraiment existé? Pour trouver la réponse, il nous faut mettre de côté le mythe et nous munir des outils de l'historien. L'appel de l'archéologue, l'œil aiguisé du linguiste et la patience de l'archiviste. Notre première et principale source d'information est, bien sûr, la poésie. Deux grandes épopées, l'Iliade et l'Odyssée, sont attribuées à un poète aveugle nommé Homère. Il n'était pas historien, mais Aédos, un conteur. Il chantait la colère d'Achille, la ruse d'Ulysse, la bravoure d'Hector. Mais quand a-t-il vécu? Les chercheurs modernes estiment qu'Homère, ou ceux que nous appelons ainsi, a écrit aux alentours du 8e siècle avant J.C. Et les événements qu'il relate, la guerre de Troie, si elle a eu lieu, date de la fin de l'âge du bronze, vers 1200 avant J.C. Entre cette guerre supposée et son premier grand conteur, il y a un gouffre, 400, voire 500 ans. C'est l'époque que les historiens appellent le âge obscur de la Grèce, une période où les grandes citadelles mycéniennes s'effondrèrent, où le linéaire B disparut, où des pans entiers de la civilisation s'évanouirent. Et pendant tout ce temps, le récit de la Grande Guerre s'est transmis oralement, de génération en génération. Peut-on se fier à une source qui a traversé un si long et sombre couloir du temps? Longtemps, la réponse fut non. Troie était considérée comme aussi fictive qu'Atlantide, jusqu'à l'arrivée d'un homme fasciné par Homère. Il s'appelait Heinrich Schliemann.
Homme d'affaires allemand, autodidacte, polyglotte et aventurier, il était convaincu depuis son enfance que l'Iliade n'était pas une œuvre de fiction, mais un document historique, un guide. En 1870, fort de ce poème et d'une foi inébranlable, il entreprit des fouilles sur la colline d'Isarlik, au nord-ouest de la Turquie. Ces découvertes stupéfièrent le monde. Il mit au jour non pas une, mais 9 cités, superposées les unes aux autres. Couche après couche, comme les cernes d'un arbre millénaire, l'histoire de plusieurs millénaires se dévoila sous ses yeux. Schliemann était certain d'avoir trouvé la Troie d'Homère. Il dégagea d'imposantes murailles, découvrit des trésors qu'il baptisa le trésor de Priam et s'empressa d'annoncer au monde entier que le mythe était devenu réalité. Mais ses méthodes étaient rudimentaires et barbares. Dans son zèle à atteindre la couche homérique, il détruisit sans pitié les structures postérieures, anéantissant des preuves inestimables. Nous savons aujourd'hui que la couche qu'il croyait être Troie était 1000 ans plus ancienne. Mais il en avait localisé l'emplacement avec précision. Il prouva qu'une grande, riche et puissante cité de l'âge du bronze se dressait bel et bien sur cette colline. Mais une seule ville, même dotée de remparts imposants, ne prouve pas l'existence de la guerre. Pour comprendre le contexte, il faut élargir notre perspective et considérer le monde dans lequel cette Troie s'inscrivait, celui de la fin de l'âge du bronze, l'époque des Titans. Au sud, dans la vallée du Nil, régnaient les pharaons du Nouvel Empire, tels que Ramsès II. En Grèce, la civilisation mycénienne, guerrière, prospérait, avec ses rois guerriers, ses forteresses cyclopéennes et ses masques funéraires d'or. Et à l'est, au cœur de l'Anatolie, s'étendait le puissant empire hittite. Ces puissances commerçaient, formaient des alliances, correspondaient et, bien sûr, se livraient bataille. C'est dans les archives poussiéreuses de Hattusa, la capitale hittite, que furent découvertes des tablettes d'argile qui contraignirent les historiens à reconsidérer les épopées d'Homère. Dans leur correspondance diplomatique, les rois hittites mentionnent un peuple qu'ils nomment Ahiyawa. Cela ressemble étrangement à Achéen, le nom que donne Homère aux Grecs. Ils mentionnent également une ville d'Anatolie occidentale qui cause constamment des troubles, Wiloussa. Ce nom est phonétiquement très proche d'Ilion, un autre nom de Troie. Coïncidence? Peut-être. Mais lorsque les coïncidences s'accumulent, elles finissent par former un tableau, l'image d'un monde au bord du gouffre. Un monde où une puissante coalition de rois achéens aurait très bien pu lancer une campagne à travers la mer Égée pour écraser un rival riche et stratégiquement important. Le prétexte aurait pu être un serment rompu, un embargo commercial ou un conflit dynastique qui, dans la mémoire de la postérité, se serait transformé en l'enlèvement d'une belle femme. Nous ne le savons pas avec certitude, mais nous savons que le monde que nous cherchons à découvrir était déjà au bord de l'effondrement. Le grand déclin de l'âge du bronze approchait. Les mystérieux peuples de la mer anéantissaient des civilisations entières. L'empire hittite s'effondra. Les palais mycéniens furent réduits en cendres. L'Égypte résistait, mais était fatalement affaiblie. Ces mêmes âges obscurs approchaient, et la guerre de Troie, si elle a jamais eu lieu, aurait pu être le dernier grand chant, le dernier sursaut désespéré de l'âge héroïque avant qu'il ne sombre dans les ténèbres. C'était bien plus qu'une simple guerre pour une ville. Il s'agissait peut-être de l'agonie du monde entier. Les flammes consumaient le bois et la pierre. La grande Troie, forteresse du roi Priam,
agonisait sous un ciel nocturne jonché d'étincelles provenant du bûcher funéraire. Ainsi chantait Homère, et pendant des siècles, ces mots ne furent qu'un écho du mythe, un récit magnifique de héros, de dieux et d'innombrables trésors à jamais enfouis sous les ruines. Des trésors qui auraient financé 1000 guerres, de l'or capable d'aveugler le soleil lui-même, le trésor de Priam. Mais cette image, gravée dans les pages de l'Iliade, hantait un homme depuis son enfance. Il s'appelait Heinrich Schliemann. Il n'était ni aristocrate ni érudit classique. Fils d'un pauvre pasteur devenu millionnaire, il était marchand d'indigo, de salpêtre et de thé. Génie du commerce, il maîtrisait une douzaine de langues et avait amassé une fortune qui lui assurait une liberté totale. En 1868, à l'âge de 46 ans, il abandonna ses affaires, car il n'avait plus qu'un seul but, une obsession, trouver Troie et son or. Le site des recherches était la colline d'Isarlik, au nord-ouest de la Turquie. Schliemann était certain que Troie s'y trouvait. Il ne voyait pas seulement une colline dans la steppe turque, mais les ruines fumantes d'une grande cité. Il n'entendait pas les cris des ouvriers, mais le cri de mort du roi Priam. Il était obsédé. Et cette obsession a bouleversé le monde, mais a failli anéantir ce qu'il cherchait. L'archéologie moderne frémirait devant ses méthodes. La colline d'Isarlik était comme un oignon à plusieurs couches, chaque couche étant une ville distincte bâtie sur les ruines de la précédente. 9 villes, superposées les unes aux autres, Schliemann était à la recherche de la Troie d'Homère. Et tout ce qui ne lui semblait pas être cela, il le considérait comme des déchets. Il ne tamisait pas la terre, il la creusait à la hache. Des sondes et des tranchées creusées profondément, découpant sans pitié des couches que les scientifiques étudieraient minutieusement pendant des décennies. Il engagea plus d'une centaine d'ouvriers et les équipa non pas de brosses et de pelles, mais de pioches, de pelles et de brouettes. Il était pressé. Il croyait que l'or l'attendait. Puis, par une chaude journée de fin mai 1873, son regard fut attiré par quelque chose. Au fond de la tranchée, au pied d'un ancien mur, sous une couche de terre compactée et de cendres, quelque chose scintillait faiblement. Ce n'était pas de la pierre, c'était du métal. Schliemann écrira plus tard dans son journal qu'à cet instant, il fut saisi d'une excitation inhumaine. Il annonça un jour de congé soudain pour les ouvriers, prétextant son anniversaire. Lorsque le chantier se vida, seule sa jeune épouse grecque, Sophia, resta à ses côtés. Ensemble, armés d'un grand couteau, ils se mirent à dégager frénétiquement mais avec précaution les décombres. Ce qu'ils mirent au jour ce jour-là était stupéfiant. Il ne s'agissait pas simplement de quelques pièces de monnaie, mais d'un véritable trésor. Des dizaines d'objets en or pur, 2 magnifiques diadèmes, dont l'un était composé de 90 chaînes et de 16 353 minuscules anneaux et plaques, suspendus comme une cascade d'or. Des boucles d'oreilles en forme de panier, 60 bracelets, des vases en argent et en électrum, et un imposant gobelet en or, semblable à une saucière, pesant près de 600 grammes. Heinrich Schliemann en était absolument certain. Devant lui se trouvaient les trésors que le roi Priam avait cachés dans sa hâte, alors que les Achéens prenaient déjà d'assaut la ville. Il photographia même Sainte Sophie, l'ornant de joyaux antiques, et intitula l'image « Les joyaux d'Hélène ». Le monde entier fut stupéfait. Les journaux du monde entier claironnèrent cet incroyable succès. Un marchand autodidacte avait découvert ce qui avait été considéré comme une pure fiction pendant des siècles. Il l'avait trouvé. Le trésor de Priam. Le rêve d'une vie s'était réalisé. Seulement, ce n'était pas la Troie de Priam.
L'archéologie, que Schliemann avait tant méprisée dans sa précipitation, se vengea de lui. Des recherches ultérieures, plus approfondies, révélèrent l'horrible vérité. La couche où fut découvert le trésor, la fameuse 3-2, était bien plus ancienne. Elle remonte à environ 2400 avant J.C. Or, la guerre de Troie, si elle a réellement existé, eut lieu vers 1250 avant J.C. Entre le roi qui possédait cet or et le roi Priam du poème d'Homère, il y avait un gouffre de plus de 1000 ans. Heinrich Schliemann, dans sa quête obsessionnelle du mythe, a fouillé la Troie de Priam sans même s'en apercevoir. Il a détruit la majeure partie de la cité qu'il rêvait de découvrir. Il a trouvé des trésors, mais le mauvais roi. Il a découvert une civilisation, mais il l'a nommée d'un nom erroné. Mais c'est là que réside le paradoxe de son héritage. Dilettante obsessionnel, destructeur impitoyable qui a fait sortir clandestinement des trésors nationaux de l'Empire ottoman, il avait pourtant raison sur l'essentiel. Sous la colline d'Isarlik se cachait une grande cité de l'âge du bronze, riche, puissante, une cité digne d'être le théâtre de la plus grande épopée de l'histoire. Schliemann était à la recherche de l'or de Priam, mais il a trouvé bien plus, la preuve qu'au-delà de l'ombre du mythe peut se cacher une réalité tangible, solide, métallique. Pendant des millénaires, Homère avait guidé les chercheurs sur des pistes fantomatiques. Il indiquait le détroit des Dardanelles, des terres où les vents ne cessent jamais. Mais où exactement, sous quelle terre, se trouvait la cité de Priam? Beaucoup pointaient du doigt le village de Bunarbache, plus à l'intérieur des terres. Cela semblait un choix logique, mais une colline basse et poussiéreuse, près de la côte, demeurait dans l'ombre. Les Turcs locaux l'appelaient Isarlik, la forteresse. Elle était trop petite, trop discrète. Elle ne convenait pas au rôle de la Grande Troie. Mais c'est précisément cette colline que le diplomate et propriétaire terrien britannique Frank Calvert désigna. Il mena les premières fouilles, modestes, à Isarlik et fut convaincu que Troie se trouvait là. Mais il n'avait ni les moyens ni l'influence nécessaires pour faire entendre sa voix au monde entier. Puis un homme, obsédé par Homère comme s'il s'agissait de l'Évangile, entra en scène. Heinrich Schliemann, un marchand allemand qui avait fait fortune dans le commerce avec la Russie et pendant la ruée vers l'or en Californie. Il n'était pas archéologue. C'était un rêveur doté d'un budget illimité et d'une volonté de faire. Entendant les idées de Calvert, Schliemann concentra toute son énergie et tout son argent sur Isarlik. En 1871, il commença les fouilles. Et ce n'était pas le travail minutieux d'un scientifique moderne. C'était une véritable invasion. Schliemann engagea plus d'une centaine d'ouvriers et leur ordonna de creuser. Creuser droit vers le bas, au cœur même de la colline. Il ne cherchait pas l'histoire. Il cherchait la cité d'Homère. Tout ce qu'il jugeait ne pas appartenir à l'époque d'Achille et d'Hector était impitoyablement jeté au détritus. Pioches et pelles abattaient les murs, perçaient les sols et brouillaient les époques. Il déchirait la terre comme un chirurgien à la recherche d'une balle, tranchant chaque organe vital sur son passage. Pour lui, la colline n'était pas un trésor de connaissances, mais simplement un coffre qu'il fallait ouvrir pour atteindre le trésor suprême. Et en 1873, il le découvrit. Au pied d'un mur imposant, ses ouvriers tombèrent sur un objet en cuivre. Schliemann congédia aussitôt tout le monde, ne laissant à ses côtés que sa femme, Sophia. Secrètement, à la faveur de la nuit, ils mirent au jour ce que le monde appellerait le trésor de Priam. 9000 objets d'or, d'argent et d'électrum, diadèmes, boucles d'oreilles, colliers,
coupe. Leur éclat était éblouissant. Il était là. Le trésor du dernier roi de Troie, caché à la hâte avant la chute de la ville. Dans ses carnets, Schliemann forgea une légende racontant comment sa jeune épouse, Sophia, avait posé pour lui, parée des bijoux d'Hélène de Troie. Le monde entier fut conquis. Schliemann devint un héros. Il avait retrouvé Troie. Mais ce triomphe reposait sur une erreur colossale. Tandis que le public applaudissait, les véritables érudits, sceptiques, considéraient les découvertes. La poterie, les armes, le style des bijoux, rien ne provenait de là. Tout était bien plus ancien. Schliemann, dans sa quête aveugle du mythe homérique, creusa une tranchée en plein cœur de la véritable Troie et y découvrit les trésors d'une cité ayant existé 1000 ans avant la supposée guerre de Troie. Il ne trouva pas la cité de Priam, mais la citadelle des souverains du début de l'âge du bronze. Sa plus grande découverte fut aussi sa plus grande erreur. Mais c'est précisément cette erreur, cette cicatrice grossière laissée à la surface de la colline, qui nous a permis d'entrevoir l'intérieur. Les générations suivantes d'archéologues, travaillant avec bien plus de rigueur, ont compris « Izarlik n'est pas une seule ville, c'est un ensemble de strates archéologiques, 9 cités majeures, bâties les unes sur les autres, au cours de 3500 ans. 9-3. Troie-Premd était un modeste village à l'aube de l'âge du bronze. 3-2 était la citadelle opulente découverte et pillée par Schliemann, détruite par un violent incendie vers 2300 à Vepauge. J.C. Il y en avait aussi une 3e, une 4e et une 5e. Mais ce sont 2 autres strates qui ont retenu l'attention des chercheurs. 3-6, c'était la capitale, une cité qui connut son apogée vers 1700 avant J.C. Elle était entourée de murailles cyclopéennes de 5 mètres d'épaisseur et 9 mètres de haut, flanquées de tours majestueuses. À l'intérieur se dressaient les vastes demeures de la noblesse. Forteresse puissante et prospère, elle contrôlait la route maritime. Elle semblait tout droit sortie de l'histoire d'Homère, mais sa fin ne fut pas homérique. Les murailles de 3-6 ne se fissurèrent pas et ne s'effondrèrent pas sous le choc de bélier. Elles furent renversées par un tremblement de terre monstrueux. La cité fut victime d'un puissant séisme vers 1240 avant J.C. Et l'on pense ici à Homère, qui appelait Poséidon, dieu des mers, non seulement l'ébranleur des eaux, mais aussi l'ébranleur de la terre. Se pourrait-il que le mythe conserve l'écho d'une véritable catastrophe géologique? Et enfin, 3-7. Une ville bâtie par des survivants sur les ruines de la grande 3-6. Elle n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Les remparts subsistants avaient été hâtivement renforcés. À l'intérieur de la citadelle, là où se dressaient jadis des palais, de petites maisons misérables s'entassaient désormais. Les habitants se blottissaient les uns contre les autres, comme s'ils s'attendaient au pire. Plus étonnant encore, d'énormes jarres en terre cuite, destinées à stocker le grain et l'eau, étaient encastrés dans le sol de ces maisons. C'est ainsi qu'ils se préparaient à un long siège. Cette ville n'eut qu'une existence éphémère, quelques décennies seulement. Et sa fin fut terrible. Les archéologues ont découvert des traces d'un violent incendie. Ils ont trouvé des pointes de flèches fichées dans les murs. Ils ont trouvé des restes humains abandonnés dans les rues, sans sépulture. Ce fut un massacre, et il eut lieu vers 1180 avant J.C., une époque que les historiens associent à la fin de l'âge du bronze et à la guerre de Troie. Alors, qu'est-ce que Troie? Ce n'est pas une simple ville, c'est 9 vies d'un même lieu. Schliemann cherchait un récit unique,
mais il a trouvé une bibliothèque entière gravée dans la pierre et la cendre. Il cherchait une cité épique, mais il a trouvé bien plus, le drame authentique de personnes réelles inscrits dans la terre. Une cité riche détruite par les flammes, une cité majestueuse ravagée par les éléments, et enfin, une cité pauvre, se défendant désespérément, réduite en cendres par le feu et l'épée. Peut-être est-ce son ultime agonie qui a donné naissance à un grand mythe. Les mots du poète se taisent, l'hexamètre cède la place au langage de la pierre, des tessons et des cendres. L'épopée de la guerre de Troie a vécu dans les mémoires pendant des siècles, transmise oralement, écrite sur de fragiles rouleaux. Mais était-elle plus qu'une simple grande histoire? Pour répondre à cette question, il fallait poser l'Iliade et prendre une pelle. Il fallait un homme pour qui Troie n'était pas une métaphore, mais un point concret sur la carte, et cet homme fut trouvé. Il s'appelait Heinrich Schliemann. Ce marchand allemand, aventurier et polyglotte, avait amassé une fortune colossale grâce au commerce de l'indigo, du salpêtre et du thé. Mais derrière sa brillante carrière d'homme d'affaires se cachait une obsession née dès son enfance, née de la lecture d'Homère par son père, pasteur de village. Schliemann croyait chaque mot du poète. Il y croyait au sens littéral. Il croyait qu'Achille avait traîné le corps d'Hector autour de véritables remparts, qu'Agamemnon régnait depuis la véritable Mycène et que les trésors du roi Priam gisaient quelque part sous terre, attendant leur heure. Une fois frôlant la folie, une fois capable de déplacer des montagnes. Au milieu du XIXe siècle, la plupart des érudits considéraient Troie comme une fiction, ou la situaient ailleurs. Mais Schliemann, ayant étudié la topographie des épopées d'Homère, concentra son attention sur la colline d'Isarlik, au nord-ouest de la Turquie. C'était une colline basse et aride, balayée par les vents de la mer Égée. Le site semblait banal. Pourtant, Schliemann n'était pas le premier. Plusieurs années auparavant, le consul britannique et propriétaire terrien Frank Calvert, archéologue amateur, avait déjà mené des fouilles exploratoires à Isarlik et était convaincu que les ruines d'une cité antique y étaient enfouies. Calvert n'avait pas les moyens d'entreprendre des travaux d'envergure. Schliemann, lui, les avait. En 1871, Heinrich Schliemann entreprit des fouilles. Et il ne s'agissait pas d'archéologie au sens traditionnel du terme. C'était une attaque, un assaut. Des centaines d'ouvriers, armés de pioches, de pelles et de dynamite, se mirent à labourer la terre. Obsédé par la découverte de la Troie homérique, Schliemann n'avait ni le temps ni l'envie de se pencher sur les subtilités de la stratigraphie, l'étude des couches culturelles. Il ne voyait devant lui qu'un obstacle à franchir. Il creusa une tranchée gigantesque en plein cœur de la colline, jusqu'à 15 mètres de profondeur, détruisant sans pitié tout ce qui se trouvait au-dessus du niveau qu'il estimait avoir atteint. Plus tard, les archéologues contempleraient avec horreur cette cicatrice barbare. Ils cherchaient une seule page du livre de l'histoire, arrachant et brûlant toutes les autres. Et la colline d'Isarlik était un tel livre ouvert. C'était un monticule artificiel qui s'était formé au fil des millénaires sur un seul site, où cité après cité, civilisation après civilisation, elles avaient bâti leur demeure sur les ruines de leurs prédécesseurs. Les archéologues y identifieraient plus tard 9 strates principales, 9 Troies différentes, de l'âge du bronze ancien à l'époque romaine, chacune avec sa propre histoire, ses propres remparts, son propre destin. Schliemann, dans sa hâte fiévreuse, a creusé à travers les strates les plus récentes,
y compris celle que la plupart des chercheurs considèrent aujourd'hui comme la candidate la plus probable pour être la Troie de la guerre. 3-7. Il cherchait l'or de Priam, et tout le reste n'était que foutaise à ses yeux. Et il le trouva. En mai 1873, au fond de leur gigantesque fouille, au pied d'un ancien mur, les ouvriers rencontrèrent quelque chose de solide. Schliemann, selon son propre récit, congédia aussitôt tout le monde, prétextant une naissance fictive afin de pouvoir se retrouver seul avec sa découverte. Avec sa jeune épouse grecque, Sophia, et soi-disant dans le plus grand secret, ils exhumèrent un véritable miracle. 90 objets. Un chaudron en cuivre, des vases en argent, des armes en bronze et de l'or, des milliers et des milliers d'objets en or. 2 magnifiques diadèmes, composés de 16 353 pièces d'or, des boucles d'oreilles, des bracelets, des coupes. Le monde était stupéfait. Schliemann proclama aussitôt sa découverte, le trésor de Priam. La preuve était là, tangible, les trésors du dernier roi de Troie, cachés par lui juste avant la chute de la ville. La célèbre photographie de Sophia Schliemann, parée des bijoux d'Hélène de Troie, fit le tour de tous les journaux. C'était un triomphe. Le rêve était devenu réalité. Le mythe avait pris chair et sang, ou plutôt or et argent. Mais la froide logique des faits est implacable. Schliemann a fait sortir clandestinement des trésors de l'Empire ottoman, violant tous les accords. Ces journaux, comme on l'a découvert plus tard, étaient truffés d'embellissements et de pures inventions. Mais la plus grande déception restait à venir, lorsque la science a repris le dessus. La couche où le trésor a été découvert, 3-2, s'est avérée 1000 ans plus ancienne que la période supposée de la guerre de Troie, datée d'environ 1200 avant J.C. Les trésors découverts par Schliemann appartenaient à un roi ou un souverain inconnu, ayant vécu 1000 ans avant Priam. Ce serait comme découvrir l'armure d'un légionnaire romain lors de fouilles à Moscou et prétendre qu'elle avait appartenu à Dmitri Donskoï. Que représentaient donc ces indices si concrets? La preuve qu'Homère avait raison, ou la preuve d'une grave erreur archéologique? Heinrich Schliemann, animé par la poésie, découvrit une véritable cité antique, puissante et prospère. Il prouva que cette colline balayée par les vents avait été un lieu de vie intense bien avant les héros grecs. Mais dans son désir ardent de voir le visage de Priam, il chercha dans la mauvaise direction. Sa bêche rudimentaire réveilla la colline de son sommeil millénaire, mais l'histoire qu'elle commença à raconter se révéla bien plus complexe et tortueuse que les plus grandes épopées. Loin des plages de sable de Troie, au cœur du plateau anatolien aride, se trouve la réponse. Une réponse qui change tout. Pour comprendre la guerre de Troie, il nous faut quitter le monde d'Achille et d'Hector et pénétrer dans la capitale de leur souverain. Il nous faut entrer à Hattusa. Au XIIIe siècle avant J.C., cette cité était bien plus qu'une simple ville. Elle était le centre du monde, le cœur d'un empire colossal dont l'influence s'étendait de la mer Égée à la Mésopotamie. Ses murailles cyclopéennes, bâties de blocs pesant plusieurs tonnes, couronnaient une colline rocheuse, défiant tout ennemi. Des gardes de pierre se tenaient aux portes des lions et du sphinx, leur rugissement silencieux destiné à semer la terreur parmi les ambassadeurs et les pétitionnaires. À l'intérieur, dans un labyrinthe de palais et de temples, se jouait le destin de dizaines de nations. Ici régnait le grand roi, frère du pharaon égyptien et du monarque babylonien. Sa parole était loi. Ses archives, remplies de dizaines de milliers de tablettes d'argile, constituaient le système nerveux de l'Empire.
et c'est dans ces archives poussiéreuses, inscrites en écriture cunéiforme, que nous la trouvons. 3. Seuls les Hittites l'appelaient autrement, Wilusa. Pour les rois de Hattusa, comme Tudhaliya IV, Wilusa n'était pas le théâtre de combats héroïques. C'était un royaume frontalier instable, un atout stratégique et une source constante de problèmes. On en trouve la trace dans des traités gravés dans l'argile. Par exemple, dans le traité avec le roi de Wilusa, nommé Alaksandu. Oui, Alaksandu, un nom étonnamment similaire à celui du prince troyen que nous connaissons sous le nom de Paris. Le roi hittite s'adresse à lui non comme à un égal, mais comme à un vassal. Il dicte ses conditions, exige sa fidélité, promet sa protection. Protection contre qui? Contre les Achéens. Les Hittites les appelaient Ahiyawa, un peuple belliqueux venu de l'ouest, arrivé par bateau. Pour les Hittites, la guerre de Troie, si elle a jamais eu lieu, ressemblait moins à un duel épique entre civilisations qu'à un raid audacieux de voisins belliqueux sur leur territoire vassal. Tandis que les poètes composaient des chants sur la colère d'Achille, un véritable drame se jouait entre les murs d'Hattusa. Un drame capable d'anéantir des civilisations entières. Dans les dernières décennies de l'Empire, le climat changeait. Les sécheresses s'allongeaient, les récoltes se faisaient de plus en plus maigres. Le grand roi, souverain d'innombrables contrées, écrivit des lettres désespérées au pharaon, le suppliant d'envoyer des navires chargés de blé pour sauver son peuple de la famine. Le puissant empire était affamé. Et dans ce moment de faiblesse, une menace nouvelle et sans précédent surgit d'outre-mer. Il ne s'agissait pas de l'armée d'un seul royaume, mais d'une alliance de peuples désespérés et impitoyables. Les chroniqueurs égyptiens les appelleront les peuples de la mer. Cette alliance comprenait les Pélésset, les Shekelech, les Déniennes, les Weshech, une véritable vague de colons et de guerriers, dévastant tout sur son passage. Ils voyageaient avec leurs familles, sur des navires et dans des chariots, incendiant des villes qui se dressaient depuis des siècles. Imaginez le dernier grand roi hittite, Suppiluliuma II, assis dans sa salle du trône. Un messager lui apporte une autre tablette d'argile. C'est un appel au secours d'Ougarit, riche cité portuaire de la côte syrienne, fidèle vassal. Le roi d'Ougarit écrit « Mon père, les navires ennemis sont déjà là. Ils ont incendié mes villes et commettent des atrocités sur mes terres. Ignores-tu que toutes mes troupes et mes chars sont au pays de Hatti et tous mes navires au pays de Luka? Le pays est livré au pillage. Sache-le, mon père. » La réponse d'Hattusa, si elle a existé, s'est perdue dans les méandres du temps. Mais nous savons ce qui s'est passé. Ougarit fut réduite en cendres et ne s'en remit jamais. Et les troupes hittites, pourquoi ne sont-elles pas intervenues? Parce qu'elles luttaient pour leur propre survie. Suppiluliuma II lança toute sa flotte dans une bataille navale désespérée au large de Chypre. Il remporta la victoire, comme il le relate fièrement dans ses inscriptions. Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. Pendant que la flotte était au large, la côte anatolienne demeurait sans défense. Tandis que l'armée contenait l'ennemi sur un front, la famine et la rébellion rongeaient l'empire de l'intérieur. Ainsi, vers 1200 avant JC, la faim survint. Hattusa tomba, mais elle ne fut pas prise lors d'un siège d'envergure. Les fouilles archéologiques n'ont révélé aucune trace de bataille majeure à ses remparts. La ville fut très probablement abandonnée. Ses habitants, fuyant la faim ou leurs ennemis, s'enfuirent tout simplement. Puis survint le feu. Un immense brasier ravagea les palais et les temples abandonnés.
Il consuma les poutres de bois et réduisit en cendres de précieuses tapisseries. C'est cet incendie, destiné à détruire, qui devint le plus grand protecteur de l'histoire. Les flammes brûlèrent les tablettes d'argile des archives royales, transformant la fragile terre en céramique durable, presque éternelle. Rapports détaillés sur les cargaisons de céréales, correspondances diplomatiques, décrets royaux et appels désespérés à l'aide, tout fut cuit et préservé pendant des millénaires sous les ruines de la ville incendiée. La chute d'Hattusa ne fut pas seulement celle d'une capitale. Elle marqua le coup de grâce dans le déclin d'un monde entier. L'âge du bronze, ère des grands empires et des civilisations palatiales, touchait à sa fin sanglante. Et sur fond d'effondrement global, de cette flamme dévorante, la guerre pour la minuscule forteresse côtière de Wilusa prit une autre dimension. Elle n'était pas l'événement central de l'époque, mais simplement une étincelle parmi tant d'autres dans un monde déjà ravagé par les flammes. Les mythes célébraient les héros, mais la réalité, inscrite dans la terre, nous parle de tragédie. La tragédie non pas d'une cité, mais d'une civilisation entière. Laissons de côté la poésie et visitons une forge. Respirons l'âcre fumée du charbon et l'odeur du métal en fusion. Car la guerre, même la plus légendaire, relève moins de la volonté des dieux que de la technologie. Elle est question du poids du bronze sur nos épaules et de la force de nos os. Et pour comprendre la guerre de Troie, il nous faut d'abord comprendre son guerrier. Imaginez un casque. Non pas un casque élégant orné d'une crête de cheval, comme ceux qui ornent les vases grecs de l'Antiquité. Non. Imaginez un casque assemblé à partir de dizaines de défenses de sangliers, méticuleusement sculptés, polis et cousus sur une armature de cuir. Homère décrit précisément ce type de casque dans l'Odyssée, et pendant des siècles, il fut considéré comme une pure fantaisie poétique, jusqu'à ce que les archéologues commencent à en découvrir dans des tombes mycéniennes. Chaque casque de ce genre témoigne de la chasse, de l'habileté et du prestige. Sa fabrication nécessitait les défenses de 30, voire de 50 sangliers. C'est bien plus qu'une simple protection. C'est la biographie d'un guerrier, gravée sur l'os. Et maintenant, parlons de l'armure. Oubliez les muscles sculptés des cuirasses de bronze qui apparaîtront des siècles plus tard. Il s'agit de quelque chose de bien plus encombrant et terrifiant. En 1960, une armure complète, datant d'environ 1400 avant JC, a été découverte sur un site dendrologique près de Mycène. Ce n'est pas l'armure d'un guerrier athlétique. C'est un sarcophage de bronze renfermant un homme. 15 plaques de bronze distinctes, maintenues ensemble par des lanières de cuir. Des épaulières, une cuirasse, une dossière, une protection de gorge et même une jupe en bronze. Le poids total dépasse les 20 kg. Escrime ou course gracieuse était impossible avec une telle armure. Son propriétaire était une machine à tuer lente et implacable, un char d'assaut ambulant de l'âge du bronze. Son élément n'était pas le combat en mouvement, mais l'assaut frontal, la percée brutale des lignes ennemies. Pour résister à un tel coup, un bouclier était indispensable. Homère ne mentait pas. Il décrit des boucliers gigantesques, dépassant de loin la taille d'un guerrier, ou encore des boucliers en forme de 8. Longtemps, ces descriptions furent considérées comme des exagérations, mais les fresques de Pylos, Knossos et Tyrinthe nous montrent précisément de tels guerriers, presque entièrement dissimulés derrière une armure mobile de cuir de bœuf renforcée de bronze. Ce bouclier n'est pas un accessoire, c'est un abri mobile derrière lequel le guerrier se cachait, brandissant une seule arme, une longue lance de 2 ou 3 mètres, munie d'une lourde pointe de bronze.
La lance était l'arme principale de cette époque. Un coup porté avec la force d'un corps entier en armure pouvait percer n'importe quelle autre armure. Les épées existaient déjà, mais leur rôle était différent. Les premières épées mycéniennes, appelées rapières, étaient longues, fines et perforantes. Idéales pour les duels de nobles, elles se révélaient fragiles dans la mêlée des combats d'infanterie. Plus tard, à l'approche de la supposée guerre de Troie, apparurent des épées plus courtes, plus résistantes et conçues pour tailler. Cela témoigne d'une évolution tactique. La guerre devint de plus en plus brutale et se répandit toujours davantage. Et qu'en est-il des chars si célèbres dans l'Iliade? Des découvertes et des listes sur des tablettes d'argile déchiffrées en linéaire B confirment que les souverains mycéniens possédaient des centaines de chars. Mais il ne s'agissait pas de colosses fonçant sur l'infanterie, comme dans les films sur l'Égypte antique. Un modèle léger à 2 roues n'aurait pas résisté à un tel choc sur les sols rocailleux de Grèce ou d'Anatolie. Le char mycénien était plutôt un taxi de guerre, une plateforme pour un commandant ou un archer. Il transportait un aristocrate lourdement armé au cœur de la bataille, lui permettant de lancer sa lance et de combattre en duel, puis de se retirer du feu de l'action. C'était un symbole de prestige, un poste de commandement et non de la cavalerie. La voici, l'éclat du bronze, des casques à crocs, des armures semblables à des sarcophages, des boucliers gigantesques. C'est une armée d'élite. Après tout, le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. Et si le cuivre était abondant, l'étain était une denrée importée incroyablement rare et coûteuse, transportée sur des milliers de kilomètres, peut-être depuis des contrées aussi lointaines que l'Afghanistan ou la Grande-Bretagne. Chaque lance, chaque épée, chaque plaque d'armure coûtait une fortune. C'était une guerre que seuls les rois pouvaient se permettre. Mais où sont les ossements? Où sont les preuves de ce contact mortel entre le bronze et la chair humaine? Nous les trouvons à Troie même, dans les couches que les archéologues désignent 3-6 et 3-7A, des couches de destruction datant de la fin de l'âge du bronze. Nous y voyons bien plus que de simples traces de feu. Nous y voyons des pointes de flèches fichées dans les murs de la forteresse. Nous y trouvons des amas de boulets de fronde en pierre, l'arme du peuple, l'arme du siège. Ce ne sont plus les nobles duels de héros, c'est la guerre totale. Et parmi ces ruines, une découverte bouleversante fut faite. Non pas l'or de Priam, ni la grande muraille, mais un simple squelette, partiellement enfoui sous les décombres d'une maison de la couche A de 3-7. Un homme tué lors de l'assaut. À côté de lui, une pointe de lance en bronze. Ici, le mythe rencontre la réalité. Là où toute l'économie, toute la technologie, toute la poésie de la guerre se résume à un fait simple et terrifiant. Un morceau de métal, coulé dans les montagnes de Grèce, a traversé la mer Égée pour briser l'os du défenseur anonyme de Troie. Tout le drame de la guerre de Troie ne réside ni dans la querelle des déesses, ni dans la colère d'Achille. Il réside dans ce contraste, l'éclat du bronze précieux et la fragilité des os humains. Et c'est cette histoire, inscrite dans le métal et les vestiges, que nous tentons de déchiffrer aujourd'hui. Imaginez un monde tissé de liens invisibles, un monde où le cèdre du Liban sert à bâtir des palais en Crète, où le cuivre de Chypre et l'étain des lointaines montagnes afghanes se rencontrent dans les hauts fourneaux de Mycène pour devenir les épées et les armures des héros. Un monde de grands empires unis par des traités, des mariages dynastiques et surtout par le commerce. Pharaon égyptien, puissant roi hittite, seigneur mycénien,
Ils s'écrivaient sur des tablettes d'argile, s'appelant « Mon frère ». Leur navire à proue haute sillonnait la Méditerranée, transportant céréales, vin, huile, métaux précieux et produits de luxe. C'était le monde globalisé de l'âge du bronze, fragile, comme on le découvrit plus tard, mais sûr de sa grandeur. Des palais peuplés de fonctionnaires tenaient des registres méticuleux de chaque amphore, de chaque lingot. Il semblait que cet ordre, établi par les dieux et soutenu par les rois, serait éternel. Mais vers 1200 avant notre ère, le monde commença à s'effondrer. Au début, les signes étaient subtils, perceptibles seulement par les agriculteurs et les prêtres. Les pluies cessèrent d'arriver régulièrement. Les étés s'allongèrent, devinrent plus secs et plus impitoyables. Les rivières s'asséchèrent. Le pollen de plantes anciennes, figé dans les sédiments lacustres, nous raconte aujourd'hui l'histoire silencieuse de cette catastrophe. Le pollen des chênes et des oliviers fut remplacé par celui de plantes adventices capables de survivre sur cette terre aride. La grande sécheresse commença et dura peut-être des décennies. L'économie palatiale, ce système complexe et centralisé, s'avéra d'une instabilité monstrueuse. Conçue pour l'abondance, pour un afflux constant de ressources, elle se révéla désastreuse lorsque les champs cessèrent de produire et que les greniers se vidèrent. La famine est bien plus qu'un simple manque de nourriture. C'est un poison qui ronge tous les liens sociaux. Les paysans, poussés au désespoir, abandonnèrent leurs terres et s'enfuirent vers les villes, mais celles-ci n'avaient rien à leur offrir. Des révoltes éclatèrent. Un gouvernement incapable de nourrir son peuple perd toute légitimité. On retrouve l'écho de cette agonie dans les dernières lettres d'argile découvertes par les archéologues. Le roi d'Ougarit, cité portuaire prospère de la côte syrienne, écrit à son voisin, le roi d'Alassia, à Chypre. Ces mots, un cri de désespoir, sont figés dans l'argile cuite depuis 3000 ans. Il écrit « Mon père, les navires ennemis sont là. Ils ont incendié mes villes et dévasté mon pays. Ignores-tu que toutes mes troupes sont au pays des Hittites et tous mes navires au pays des Loukas? Le pays est abandonné à son sort. » Peu après l'envoi de cette lettre, Ougarit fut rayé de la carte. Il ne reste aujourd'hui qu'une épaisse couche de cendres, et puis la mer s'est mise à bouillir. Les mystérieux peuples de la mer font leur entrée sur la scène historique. Des bas-reliefs égyptiens les représentent, des guerriers casqués de cornes ou de plumes, portant des boucliers ronds, naviguant sur des navires avec leurs familles, des chariots tirés par des bœufs et tous leurs biens. Il ne s'agissait pas d'une invasion coordonnée par une armée unifiée, mais d'une vague de migrants désespérés, de réfugiés, de pirates et de bandits déracinés par la famine et la guerre. Sherden, Pélézé, Teker, Danun, leurs noms résonnent comme un tambour battant annonçant la destruction. Ils furent à la fois la cause et la conséquence de l'effondrement. Ils longèrent les côtes d'Anatolie, de Syrie et du Levant, ne laissant derrière eux que des ruines fumantes. L'empire hittite, jadis rivalisant avec l'Égypte, s'effondra. Sa capitale, l'imprenable Hattusa, fut incendiée et abandonnée à jamais. En Grèce, les palais cyclopéens de la civilisation mycénienne tombèrent les uns après les autres. Pylos, Mycène, Tyrinthe, toutes périrent dans les flammes. Les archéologues découvrent des caches d'armes, des vestiges de fortifications hâtives et des trésors abandonnés dans les ruines de ces forteresses. Partout, on trouve des traces d'incendie. Avec les palais, l'écriture disparut. L'art de consigner les récits sur des tablettes d'argile, le linéaire B, tomba dans l'oubli.
La Grèce sombra dans le Moyen Âge, perdant le souvenir de son glorieux passé pendant près de 4 siècles. Seule l'Égypte, affaiblie mais encore puissante, parvint à résister. Le pharaon Ramsès III combattit les peuples de la mer sur terre et sur mer et les repoussa du delta du Nil. Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. L'ancien monde, le monde des grands empires et des lettres fraternelles, était mort. Les routes commerciales étaient coupées. Les villes étaient en ruine. Le savoir était perdu. C'est dans ce bouillonnement de chaos universel, à une époque où des nations entières étaient déracinées en quête d'une nouvelle terre, où le pillage et la guerre devenaient les seuls moyens de survie, que se déroule l'histoire de la guerre de Troie. La grande expédition achéenne à travers la mer Égée, le siège de 10 ans d'une cité prospère. Cela ne semble plus être un événement isolé, sorti de son contexte. C'est l'un des nombreux actes, peut-être le plus célèbre, du drame final et désespéré de l'âge du bronze. La guerre de Troie ne fut pas l'aube d'une ère nouvelle. Elle en fut le crépuscule sanglant. Nous laissons donc derrière nous les paillettes de l'or et les débats sur l'identité de Schliemann. Notre outil n'est plus la pioche de l'aventurier, mais le scalpel de l'archéologue. Nous descendons au cœur même de Troie, dans les strates silencieuses de la terre, où l'histoire ne s'exprime pas en vers, mais en tessons de poterie et en suie. Homère est muet. Les pierres parlent. 3-6 se dresse devant nous. Ce n'est ni un village, ni un avant-poste. C'est une capitale, une citadelle imposante dont les murs atteignent 5 mètres d'épaisseur et 8 mètres de hauteur. Leur construction n'est pas grossière, mais d'une habileté redoutable. Les murs s'inclinent vers l'intérieur selon un angle astucieux pour empêcher les échelles ennemies de glisser, et leur base est protégée par un talus de pierre lisse, impénétrable aux tours de siège et aux fantassins. Des tours majestueuses dominent la plaine. À l'intérieur se trouvent de vastes demeures nobles. La ville est florissante. Elle commerce avec le monde mycénien. Chaque amphore, chaque vase importé du territoire de la future Grèce en témoigne. C'est une ville digne de Priam. Une ville capable de résister à un siège de 10 ans. Vers 1250, avec Sergi-C, elle tomba. Mais l'ennemi qui anéantit cette citadelle ne portait ni armure de bronze, ni ne se cachait derrière un cheval de bois. Il s'appelait un tremblement de terre. Les murs se fissurèrent et s'écroulèrent. Les tours s'écroulèrent. Les archéologues le constatent dans les déformations caractéristiques de la maçonnerie, dans les décombres sous lesquels on ne trouve aucune trace de bataille, ni de pointe de flèche. La grande 6e Troie périt sous la fureur aveugle des éléments. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Les survivants retournent aux ruines et reconstruisent la ville. Les archéologues nomment cette nouvelle strate 3 7A. Ici, le paysage change radicalement. Le luxe d'antan disparaît. L'espace s'évanouit. À la place des grandes maisons individuelles, de petites habitations apparaissent, accolées les unes aux autres, voire même à l'intérieur des remparts. La ville entière se transforme en une vaste commune exiguë, dissimulée derrière de vieux murs réparés à la hâte, et, plus frappant encore, d'énormes jarres en terre cuite, les pitois s'ouvrent béantes dans le sol des maisons, telles des cicatrices. Elles servaient à stocker du grain, de l'huile et de l'eau. Pourquoi? Pourquoi transformer des habitations en entrepôts? Pourquoi sacrifier le confort pour des provisions? Il n'y a qu'une seule explication. Les habitants de 3-7A attendaient quelque chose. Ils se préparaient à un long et éprouvant siège. Ils savaient
que l'ennemi viendrait. Non pas un ennemi élémentaire, mais un ennemi bien humain. Et il vint. La couche 7A de Troie s'achève brutalement et de façon effroyable. Elle est recouverte d'une épaisse couche de cendres et de charbon de bois, atteignant jusqu'à un demi-mètre d'épaisseur. Il ne s'agit pas d'un simple incendie. C'est la mort violente d'une cité, ravagée par le feu et par les armes. Des pointes de flèches en bronze sont fichées dans les murs des maisons. À l'extérieur comme à l'intérieur, les combats se déroulaient dans les ruelles étroites. Des ossements humains gisent parmi les ruines, abandonnés là où ils ont trouvé la mort. Un jeune homme a été retrouvé gisant face contre terre, le crâne fracturé. Personne ne l'a enterré. La ville n'a pas simplement été prise. Elle a été massacrée et réduite en cendres. Cela s'est produit vers 1180 avant JC, une date étrangement proche de ce que les historiens antiques estimaient être la chute de Troie. Ce ne sont plus de simples pierres. Elles sont les échos des batailles. Mais pouvons-nous y entendre les voix d'Achille et d'Hector? Examinons les détails. Homère décrit des guerriers coiffés de casques, ornés de défenses de sangliers. Un détail étrange, que l'on pourrait facilement reléguer au rang d'invention poétique. Or, dans les tombes mycéniennes de Grèce continentale, les archéologues découvrent précisément cela. Des dizaines de défenses de sangliers, habilement cousues sur un support en cuir. Homère décrit d'énormes boucliers en forme de 8 ou de tours, protégeant le guerrier de la tête aux pieds. Et l'on retrouve exactement les mêmes boucliers sur les fresques de Mycène, Tyrinthe et Pylos. Les armes, les armures et les chars de guerre décrits dans l'Iliade ne sont pas le fruit de l'imagination d'un poète aveugle. Ils constituent une description précise et détaillée de la culture matérielle de la fin de l'âge du bronze. Mais la voix la plus assourdissante ne nous parvient pas des profondeurs de la terre, mais des archives d'une autre grande puissance, Hattusa, capitale du royaume hittite. Les scribes hittites consignaient méticuleusement leur correspondance diplomatique sur des tablettes d'argile gravées en cunéiforme. Dans ces lettres, datant du XIIIe siècle avant JC, ils mentionnent à plusieurs reprises un royaume agité d'Anatolie occidentale qu'ils nomment Wiluza. Les linguistes en sont quasiment certains. Wiluza est la prononciation hittite du grec Vilios, ou Ilion, un autre nom pour Troie. De plus, les textes hittites évoquent l'instabilité politique de la région. Ils mentionnent un roi de Wilusa nommé Alaksandu, nom qui correspond exactement au nom hittite d'Alexandros, prince troyen. Enfin, ces inscriptions sur argile font état de conflits constants et de raids navals menés par un peuple nommé les Ahiyawa, un peuple puissant venu d'outre-mer. Ahiyawa. Nul besoin d'être philologue pour y reconnaître une autre appellation, Achéens. C'est ainsi qu'Homère désignait les Grecs. Alors, que trouvons-nous? Une cité prospère détruite par un tremblement de terre, reconstruite à la hâte par ses habitants terrifiés. Les traces d'un siège brutal et d'un incendie total qui coïncident avec la légende. Une culture matérielle qui correspond précisément aux descriptions de l'épopée. Et enfin, des archives tierces qui relatent objectivement le drame politique, le conflit entre les Achéens et la cité de Wilusa-Ilion, gouvernée par le roi Alexandros. Coïncidence? Trop de coïncidences. Nous n'avons pas trouvé le tombeau d'Achille, ni le bouclier d'Hector. Mais nous avons trouvé quelque chose de plus. Nous avons trouvé un contexte historique où la guerre de Troie cesse d'être un simple mythe et devient une réalité terriblement plausible. La fumée de l'incendie de Troie 7A ne s'est pas encore dissipée. Et c'est de cette fumée,
de ces braises encore vivantes que naîtra, quelques siècles plus tard, la flamme d'une grande épopée. Le vent souffle sur la colline d'Issarlik. Il balaie les tranchées creusées il y a plus d'un siècle, murmurant dans une langue oubliée. Ici, sous le soleil turc, la terre parle par strates. La poussière des siècles n'est pas une métaphore pour un archéologue, c'est la stratigraphie. 9 cités, superposées les unes aux autres, comprimées par le temps en un fragile parchemin de pierre, d'argile et d'os. Chaque strate représente une vie, une époque. Mais l'une d'elles raconte non pas une histoire de vie, mais celle d'une mort soudaine et brutale. Son nom, 3-7. Pour y parvenir, il faut traverser les ruines d'Ilion romaines, longer les vestiges d'une cité hellénistique et fouiller la poussière de l'archaïsme. Puis, à plusieurs mètres de profondeur, la pelle heurte quelque chose de différent. L'air change. C'est le monde de la fin du XIIIe siècle avant J.C. Un monde que l'expédition américaine menée par Carl Blegen a mis au jour avec une précision chirurgicale dans les années 1930. Ce qu'ils virent n'était pas la cité majestueuse de Priam des poèmes d'Homère. Non, le spectacle était bien plus désespéré. À l'intérieur des imposantes murailles de la citadelle, bâties par les générations précédentes, de petites maisons hâtives s'entassaient les unes contre les autres. Elles s'accrochaient les unes aux autres, encombrant les rues étroites. L'espace était un luxe dont les habitants de 3-7 étaient manifestement privés. C'était comme si la ville avait absorbé toute la population des environs, l'abritant derrière son enceinte de pierre. Le plus étonnant était l'état des sols de ces maisons. Ils étaient littéralement jonchés d'énormes jarres en argile, des pythos enfouis dans le sol. Ces jarres servaient à stocker le grain, l'huile d'olive et le vin. Il ne s'agissait pas de simples entrepôts, mais de réserves stratégiques. C'était la preuve silencieuse que la ville se préparait non pas à un festin, mais à un long et éprouvant siège. Les habitants attendaient l'ennemi. Ils savaient qu'il viendrait. Ils verrouillèrent les portes, cachèrent leurs familles et leurs provisions derrière les murs et attendirent. Et puis, le feu est arrivé. La couche de destruction qui recouvre 3-7 est plus éloquente que n'importe quelle épopée. Il ne s'agit pas des vestiges d'un incendie fortuit. C'est une épaisse couche de suie, de poutres calcinées et d'argile cuite effondrée qui recouvre tout. Elle scelle le dernier jour de la ville, le préservant pour nous dans ses moindres détails, aussi horribles soient-ils. Les archéologues ont découvert des squelettes, non pas dans des tombes, non pas dans des sépultures soignées, mais dans les rues, sur les seuils des maisons, là où la mort les a emportés. L'un d'eux gisait avec un crâne fracassé. À côté d'un autre, ils ont trouvé une pointe de lance en bronze, et des armes jonchent le sol, des dizaines de pointes de flèches en bronze, non pas dans des arsenaux, non pas dans des ateliers, mais éparpillées dans les rues, fichées dans les vestiges des murs. Ce sont les vestiges de l'ultime et féroce bataille, une bataille que les défenseurs ont perdue. La ville, qui s'était si désespérément préparée à tenir bon, est tombée. Et elle est tombée en flammes. Cette couche de cendres et d'ossements prouve-t-elle l'Iliade d'Homère? Non. L'archéologie ne peut nommer les personnages. Elle ne peut entendre les serments d'Achille, ni les lamentations de Priam. Une pelle ne peut déterrer un cheval de bois. Mais elle nous apporte quelque chose de plus substantiel, de plus réel, le contexte. Elle nous révèle une cité florissante, d'une importance stratégique capitale, qui, à la fin de l'âge du bronze, fut surpeuplée, assiégée,
puis détruite avec une brutalité inouïe. De plus, Troie n'était pas la seule à subir un tel sort. La fin du XIIIe siècle avant JC fut une période de chaos pour toute la Méditerranée orientale. Le grand empire hittite s'effondra. Les citadelles mycéniennes de Grèce, les palais de Pylos et de Mycène furent réduits en cendres. Ougarit, port florissant de la côte syrienne, fut rasé. Le monde antique fut englouti par une catastrophe que les historiens appellent l'effondrement de l'âge du bronze. Les mystérieux peuples de la mer déferlèrent sur les côtes, emportant des civilisations entières. Alors, qui a incendié Troie? Était-ce l'armée achéenne unie, menée par le roi mycénien, vengeant la reine enlevée? Ou bien la cité était-elle une victime de plus de cette force innommable et pourtant conquérante qui a mis le monde entier à genoux? Les murs qui ont vu le feu se taisent. Ils ne peuvent nous dire qui a incendié leur maison et tué leurs enfants. Ils ne nomment pas l'ennemi. Ils témoignent simplement du dernier jour, d'une ville qui se prépara au siège, lutta et fut réduite en cendres. Et ce fait, gravé dans la pierre et les cendres, résonne plus dramatiquement que n'importe quelle légende. La victoire était aussi amère que le sel marin sur des lèvres gercées. Les navires achéens, de retour des murs de Troie, ne rapportaient pas seulement gloire et butin. Ils apportaient aussi mort et désillusion. Nombre de rois, partis en campagne jeunes et vigoureux, se retrouvèrent face non pas à des festins, mais à un poignard dans le dos, non pas au trône, mais à l'exil. Leur royaume, abandonné pendant 10 ans, était ravagé par les intrigues et les luttes de pouvoir. Le monde pour lequel ils avaient combattu n'existait plus, mais même eux, de retour dans leur foyer en ruine, ne pouvaient imaginer l'ampleur véritable de la catastrophe qui déferlait déjà sur la Méditerranée orientale. La guerre de Troie, aussi grandiose qu'elle ait paru à ses participants, n'était qu'une étincelle. Le brasier faisait rage partout. Vers 1200 avant JC, le monde civilisé commença à s'effondrer. Ce ne fut pas un lent déclin, mais une agonie rapide et brutale. Les palais de Mycène, de Tirynthe et de Pylos, ces mêmes forteresses d'où Agamemnon et Nestor menaient leurs armées, furent réduits en cendres les uns après les autres. Les archéologues découvrent dans leurs ruines des traces d'incendies dévastateurs et des témoignages de ces derniers jours désespérés. Des tablettes d'argile, cuites dans leur propre feu et ainsi préservées jusqu'à nous, lancent un cri d'alarme. Les scribes de Pylos consignaient fébrilement leurs données, ils comptaient les guerriers, distribuaient le bronze pour les pointes de lance, évoquaient des gardes surveillant la côte. Ils attendaient un ennemi venant de la mer, et il vint. Qui étaient ces ennemis? Les textes anciens les désignent par le nom vague et inquiétant de « peuple de la mer ». Il ne s'agissait pas d'une armée unifiée, mais d'une alliance, d'un raz-de-marée de tribus désespérées, déracinées par la famine, la guerre ou un cataclysme inconnu. Les bas-reliefs égyptiens du temple de Médiné Abou nous les représentent, des guerriers coiffés de casques à cornes ou de parures de plumes, leurs familles à leur suite dans des chariots tirés par des bœufs. Ce n'était pas un simple raid, mais une véritable migration. Des peuples entiers étaient en mouvement, ravageant tout sur leur passage. Leur fureur s'abattit sur les royaumes florissants de l'âge du bronze. L'empire hittite, puissant rival de l'Égypte qui contrôlait l'Anatolie et la Syrie, disparut tout simplement de la carte. Sa capitale, l'imprenable Hattusa, fut incendiée et abandonnée à jamais. Le royaume s'effondra si rapidement que nous ne possédons presque aucun témoignage de ces derniers jours.
Seules quelques tablettes d'argile découvertes ailleurs laissent entrevoir son agonie. Le roi d'Ougarit, riche cité portuaire de la côte syrienne, écrivit avec désespoir à son suzerain : « Mon père, les navires ennemis sont arrivés, ils ont incendié mes villes et semé le malheur sur mes terres. » Il ne reçut jamais de réponse. Dans les ruines d'Ougarit même, des archéologues découvrirent le dernier lot de tablettes, encore dans le four. Le potier qui les préparait pour l'expédition s'enfuit ou fut tué avant d'avoir pu achever son travail. La ville fut rasée. Vague après vague, les peuples de la mer déferlèrent vers le sud le long des côtes du Levant, détruisant des cités-États qui avaient prospéré pendant des siècles. Chypre, centre du commerce du cuivre, fut dévastée. Ils marchèrent sur le dernier bastion de l'ancien monde, le grenier à blé de la civilisation, l'Égypte. Le pharaon Ramsès III les affronta en armes. Ces inscriptions célèbrent la victoire, mais l'horreur transparaît dans ces lignes triomphales. Pas un seul pays ne put résister à leur puissance, gravée dans la pierre. Hatti, Koda, Carchemish, Arzawa, Al-Ashia, tous furent anéantis en un instant. Ils marchèrent sur l'Égypte et le feu leur était préparé. La 8e année de son règne, vers 1177 avant notre ère, Ramsès livra bataille. D'abord sur terre, quelque part à la frontière syrienne, puis lors d'une bataille décisive dans le delta du Nil. Les bas-reliefs égyptiens dépeignent le carnage sanglant. Des archers égyptiens font pleuvoir leurs flèches sur les navires des envahisseurs, des guerriers font chavirer les embarcations ennemies et noient leurs adversaires dans le fleuve. L'Égypte tint bon. Ramsès sauva son pays de l'anéantissement total. Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. Le monde que l'Égypte avait connu et dominé pendant des siècles n'était plus que ruine. Les routes commerciales qui acheminaient le cuivre de Chypre, l'étain de l'Anatolie lointaine et le cèdre du Liban furent coupés. De grands empires s'effondrèrent. Des royaumes alliés furent réduits en cendres. L'Égypte se retrouva seule, épuisée par la guerre, cernée par le chaos et la barbarie. Elle fut sauvée, mais sombra dans un lent déclin qui dura des siècles. Qu'est-ce qui a provoqué cet effondrement global? Les peuples de la mer en furent moins la cause que le symptôme, l'agonie d'un organisme malade. Les recherches modernes mettent en évidence une conjonction de plusieurs catastrophes. L'analyse des cernes des arbres et des sédiments lacustres révèle un changement climatique brutal, une sécheresse sévère et pluriannuelle qui a balayé la Méditerranée. La sécheresse engendra la famine, forçant les populations à migrer. Parallèlement, le système civilisationnel de l'âge du bronze était lui-même d'une complexité et d'une fragilité extrêmes. Il reposait sur un contrôle palatial centralisé et sur le commerce international. Lorsque les routes commerciales furent interrompues et que les palais, rongés par les luttes intestines et les émeutes de la faim, s'effondrèrent, tout le système s'écroula comme un château de cartes. Le monde sombra dans une période d'obscurantisme que les historiens appelleraient le Moyen Âge. L'écriture tomba dans l'oubli dans de nombreuses régions, y compris en Grèce. Les grandes cités furent désertées. Les contacts internationaux furent rompus. La population s'effondra. Le monde d'Achille, d'Agamemnon et de Priam, monde de grands rois et d'armées de bronze, fut emporté par ce cataclysme historique. Il ne subsista que dans les chants et les légendes. Mais des cendres refroidies de l'âge du bronze, les germes d'un monde nouveau commençaient déjà à germer, et à son cœur se trouvait un métal différent. Non pas le bronze, noble et rare, qui exigeait des alliages complexes et de longs voyages, mais le fer, simple,
accessible et redoutable, une ère nouvelle s'annonçait. Troie tomba. Les palais de Mycène et de Pylos s'écroulèrent, leurs murailles cyclopéennes s'effritant. L'âge du bronze, monde de grands rois et de longues campagnes, fut englouti par un déluge de feu et de chaos. Avec lui, l'écriture disparut. Le linéaire B, écriture complexe et difficile à maîtriser, accessible seulement à une poignée de scribes de palais, tomba dans l'oubli. Commencèrent les siècles que nous appelons le Moyen Âge. Mais l'obscurité n'est pas synonyme de silence. Lorsque les lumières de la civilisation s'éteignent, la flamme d'un feu de camp, où se racontent des histoires, brille de mille feux. C'est dans ce monde, dépourvu de parchemins et de tablettes d'argile, que le souvenir de la guerre de Troie trouva sa véritable voix. Imaginez une salle obscure, embaumée de fumée, de vin et de viande rôtie. Des chefs et des guerriers, dont les grands-pères ont peut-être réellement contemplé les remparts d'Ilion, s'y rassemblent après une journée de labeur. Au centre, près du feu, est assis un chanteur, un Aédé. Peut-être est-il aveugle, et son œil intérieur perçoit-il le passé plus clairement que les voyants ne perçoivent le présent. Ses doigts pincent les cordes d'un instrument simple, une forminga, et il se met à chanter. Il chante la colère d'Achille, fils de Pélée, la ruse d'Ulysse, la beauté d'Hélène, devant laquelle des royaumes s'effondrèrent. Pour ses auditeurs, il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais de leur histoire, de la généalogie de leur tribu, preuve de leur lien avec les dieux et les héros. Chaque nom, chaque surnom, est un maillon d'une chaîne qui les ramène à un passé glorieux, bien que perdu. Ces chants sont leur identité. Mais comment mémoriser des dizaines de milliers de vers? Comment les transmettre de génération en génération sans les déformer? La réponse réside dans la musicalité même du vers. L'hexamètre. Un mètre poétique particulier qui n'était pas qu'une simple forme, mais une véritable technologie de la mémoire. Des formules répétitives, telles des briques de construction, formaient la base du récit. Achille aux pieds agiles, Hector au casque flamboyant, Éos aux doigts de rose. Ces expressions figées offraient aux chanteurs de précieux instants pour se rappeler le vers suivant, le prochain rebondissement. Le chant n'était pas appris par cœur. Il se recréait chaque soir, né du rythme et d'un ensemble de briques toutes faites, comme un édifice construit avec des pierres familières. Chaque Aédé n'était pas seulement un interprète, il était un co-auteur, un perpétuateur d'une grande tradition. Pendant des siècles, ce fleuve oral coula dans l'obscurité, changeant de cours, absorbant de nouveaux affluents et en perdant d'anciens. Les noms des héros pouvaient se transformer, les détails des batailles s'embellir. L'histoire s'enrichit de mythes, telle une épave recouverte de bernacles, et quelque part au terme de ce long périple, vers le 8e siècle avant J.C., émergea une figure dont le nom devint synonyme de poésie épique, Homère. Alors, qui était cet Homère? Un génie solitaire qui illumina le Moyen Âge, ou un nom devenu le symbole de toute une caste de chanteurs, l'apogée de la créativité collective? Le débat se poursuit encore aujourd'hui. Était-il un poète voyant de l'île de Chios ou un vagabond aveugle de Smyrne? Ou peut-être Homère désignait-il le moment précis où une tradition orale séculaire trouva enfin son incarnation parfaite? Nous l'ignorons, mais nous savons que c'est alors que se produisit l'événement le plus marquant de l'histoire de cette légende. Avec les navires phéniciens, une nouvelle merveille fit son apparition en mer Égée. Ni bronze, ni or, mais des signes, des lettres.
un alphabet phonétique simple et ingénieux à la portée de tous. Et quelqu'un, peut-être Homère lui-même ou ses élèves, osa le premier consigner les paroles fugaces d'un chant sur un rouleau de papyrus. Ce fut un moment révolutionnaire. L'histoire, fluide, vivante, en perpétuelle évolution, fut figée dans une forme immuable. Le poème cessa d'être un processus et devint un objet. Il fut sauvé de l'oubli, mais simultanément figé, tel un insecte dans l'ambre. Mais son parcours ne s'arrêtait pas là. Au VIe siècle avant JC, le tyran athénien Pisistrate, désireux de renforcer l'unité culturelle de sa cité, ordonna, selon la légende, la création d'une version canonique et officielle de l'Iliade et de l'Odyssée. Les poèmes d'Homère devinrent le fondement de l'éducation, de la religion civique et la pierre angulaire de toute la culture hellénique. Les garçons les apprenaient par cœur, les philosophes en débattaient le sens et les dramaturges y puisaient l'inspiration de leurs pièces. Plusieurs siècles plus tard, en Égypte hellénistique, au cœur du plus grand centre intellectuel du monde antique, la bibliothèque d'Alexandrie, philologues et grammairiens franchirent l'étape finale et décisive. Des érudits tels que Zénodote et Aristarque comparèrent minutieusement des dizaines de manuscrits provenant des 4 coins du monde grec. Ils corrigèrent les erreurs de copistes, débattirent de l'authenticité de chaque vers et divisèrent dans les poèmes en 24 chants, soit le nombre de lettres de l'alphabet. Ils transformèrent ainsi l'épopée populaire en un monument littéraire irréprochable. Ainsi s'acheva cet incroyable voyage. L'écho d'une bataille lointaine pour une forteresse anonyme d'Asie mineure, portée à travers les âges obscurs par les voix de chanteurs inconnus, fut capturé, enregistré, monté et préservé. Le souvenir d'une guerre peut-être sans éclat se mua en un poème incontestablement grandiose, et désormais il était prêt à entrer dans l'éternité. Troie était tombée. La fumée des bûchers funéraires se mêlait à la poussière des ruines qui, la veille encore, étaient de fières murailles. 10 ans de siège, des milliers de morts dans les 2 camps. Pourquoi? Une reine restaurée, une gloire douteuse. Les vainqueurs, les Achéens, chargèrent leurs navires d'un butin qui semblait maudit. L'or ne pouvait étouffer les cris des morts, et dans ces cendres silencieuses, sur ce rivage desséché, la véritable histoire de la guerre de Troie ne faisait que commencer. Son héritage ne résidait ni dans les trésors de Priam, ni dans les terres conquises. Il résidait dans un retour amer. Agamemnon, le roi des rois, reviendrait à Mycène pour y trouver la mort, non sous la lance d'un ennemi, mais sous la hache de sa propre femme. Ulysse, le héros rusé, errerait sur les mers pendant 10 ans, perdant tous ses hommes, maudissant le jour où il aperçut les tours de Troie. Presque aucun des grands chefs ayant survécu à la guerre ne trouva la paix. La victoire se révéla un piège, le triomphe le commencement de la fin. La cité était morte, mais son poison empoisonna aussi ses vainqueurs. Que restait-il? Qu'est-ce qui a survécu à cet incendie qui a consumé toute une génération de héros? L'histoire. Le récit d'un poète aveugle, celui d'un demi-dieu qui a fait son choix. Achille. Il n'a pas vu la chute de Troie. Il est mort bien avant la nuit décisive. Mais son ombre a plané sur tous les siècles suivants. Il a choisi non pas une vie longue et paisible, mais une gloire brève et éclatante, la Cléos, l'immortalité dans la mémoire des générations futures, et il l'a obtenue. Près de 1000 ans après les événements supposés, alors que la colline où se dressait Troie était déjà recouverte par l'oubli, un nouveau conquérant foula ce rivage.
un jeune roi macédonien nommé Alexandre. En 334 avant J.C., au début de sa campagne contre l'Empire perse, il fit sa première halte ici. Il n'était pas venu en touriste, mais en pèlerin. Pour Alexandre, l'Iliade d'Homère était bien plus qu'une simple épopée. C'était un guide de vie, une carte de l'âme, un texte sacré. Il dormait avec un exemplaire du poème sous son oreiller, près de son poignard. Et là, sur la terre de ses ancêtres, car sa mère, Olympias, descendait d'Achille lui-même, il accomplit un rituel qui stupéfia même ses compagnons d'armes les plus aguerris. Avec son ami le plus proche, Héphaïstion, il courut jusqu'au tumulus que l'on croyait être le tombeau d'Achille. Ils y déposèrent des couronnes. Alexandre rendit hommage à Achille et Héphaïstion à Patrocle. Puis, se dévêtant, le roi, enduit d'huile d'olive, fit le tour du tombeau nu, en hommage au plus grand des guerriers. Il ne s'agissait pas de posture, mais d'une véritable affirmation de soi. Alexandre se voyait comme le nouvel Achille. Toute sa vie devint une imitation consciente du héros. Sa fureur, sa fameuse colère qui anéantissait ennemis et amis, n'était que l'ombre de celle d'Achille. Son amour pour Héphaïstion reflétait la fraternité d'Achille et de Patrocle. Il ne se contenta pas de conquérir le monde. Il vécut le mythe, le faisant réalité, et le monde se soumit à lui. Le plus grand empire de l'Antiquité fut bâti par un homme qui croyait marcher sur les traces du héros du poème. Mais l'héritage de la guerre de Troie se révéla ambivalent. Tandis que les Grecs et les Macédoniens puisaient leur inspiration en Achille, une autre grande civilisation trouva son ancêtre parmi les vaincus, les Romains. Ils ne souhaitaient pas être les descendants des brutaux envahisseurs achéens. Leur poète Virgile écrivit l'Énéide, l'histoire du héros troyen aîné, qui, après avoir fui la ville en flammes et fondé, au terme d'un long périple, une famille en Italie, laquelle donnerait naissance aux fondateurs de Rome, Romulus et Rémus. Ainsi, des cendres de la cité détruite naquit le plus grand empire d'Occident. Les vaincus du mythe devinrent les vainqueurs de l'histoire. Ainsi, de génération en génération, les échos de cette guerre lointaine continuèrent de résonner. Ils se faisaient entendre dans les discours des sénateurs romains, dans les stratégies des généraux byzantins, dans les romans de chevalerie du Moyen Âge. Et au XIXe siècle, le marchand allemand Heinrich Schliemann, aussi fasciné par Homère qu'Alexandre le Grand, se rendit sur cette même colline d'Issarlik, une pelle à la main. Il creusa avec acharnement, détruisant les strates culturelles supérieures, cherchant à atteindre sa propre Troie homérique, et il la trouva. Ou du moins, il découvrit une cité de l'âge du bronze, Troie Sétia, portant des traces d'incendie et de destruction violente, datant d'environ 1200 avant J.C. Il découvrit les faits qui constituèrent le fondement du drame. Alors, qu'était la guerre de Troie? Un conflit local autour de routes commerciales, amplifié à des proportions cosmiques par le génie d'un poète, ou une véritable bataille des civilisations? Peut-être les deux. Mais son véritable héritage ne réside pas dans les découvertes archéologiques. Il réside dans cette soif inextinguible de comprendre. Il réside dans le fait que, 3000 ans plus tard, nous scrutons encore les vers de l'Iliade, cherchant à comprendre non seulement ce qui s'est passé alors sur les rivages de la mer Égée, mais aussi ce qui se joue en nous. Fureur, honneur, amour, destin et le prix de l'immortalité. Troie est tombée depuis longtemps, mais la guerre pour son âme continue, et elle fait rage dans le cœur de chacun de nous.